Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver après quelques mois de repos. Votre émission dominicale Week Echo reprend de plus belle avec des analyses pointues avec les confrères et l'invité expert pour décortiquer les sujets d'actualité. Au sommaire, ce dimanche, vous le savez, les examens de fin d'année en sont terminés cette semaine avec les épreuves écrites du baccalauréat. Place désormais à la correction des copies pour une rapide délibération et proclamation des résultats. Mais comment cela se passe-t-il? De la réception des copies en passant par leur séparation, l'anonymat, la correction et la délibération, on va lever le voile sur cette face cachée dans le dossier de la semaine. Mais avant, avec les confrères, nous allons apprécier, analyser et relever, si possible, les insuffisances de la nouvelle loi organique sur la HAC. Le test viserait à relever les défis contemporains de la régulation des médias au Bénin. Quel regard les professionnels des médias portent-ils sur cette nouvelle loi? Ne nourrissent-ils pas déjà des appréhensions au regard des enjeux liés au respect de la liberté de la presse? Deux confrères avec moi sur ce plateau feront le débat. Voilà donc de quoi est constitué le menu de Week Echo de ce dimanche. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. La flambée des prix des produits alimentaires due à la guerre russo-ukrainienne a accentué la cherté de la vie au Bénin, une situation qui dure depuis quelques mois malgré les mesures d'exception prises par le gouvernement pour contrôler les prix des denrées de première nécessité. Comment s'y prendre pour ajuster son mode de vie et de consommation à son budget et ainsi moins dépenser? Éléments de réponse dans ce reportage de Charlène Kendiho et Arnaud Havane. La baisse du pouvoir d'achat. Voilà une situation qui rend la vie particulièrement difficile aux personnes qui touchent une pension, ont un faible salaire et les bonnes dames revendeuses. En clair, le panier de la ménagère est bien épicé. La forte inflation observée au Bénin diminue la valeur de leurs revenus et de leur épargne. Tout est cher, pas seulement ce que je vends, mais tout. Nous les vendeuses, nous souffrons de même que les clients. Le revenu de notre travail ne suffit plus pour les achats, donc on s'arrange de notre mieux pour survivre. Ce n'est pas que l'argent manque dans notre pays, c'est la vie qui est chère et ça pèse énormément sur nous. Voyez vous-même le prix du litre d'huile qui est passé du simple au double. La cherté, mais parfois je ne mange pas. Voilà. J'ai mes enfants qui ont fini l'université là. Avec le maître salaire de ma pension de retraite, on vit de ça. Un fonctionnaire qui travaille, qui gagne un salaire, il ne mise que sur son salaire. Voilà que les choses ont greffé à tel point qu'il lui faut 3 fois son salaire pour vivre. Que va-t-il faire? Alors, c'est dire qu'on est en train de pousser indirectement les fonctionnaires à d'autres choses que l'État n'aimerait pas. La vie chère est donc de toutes les conversations, ce qui oblige le consommateur à revoir ses dépenses et à prioriser l'essentiel. Vous devez organiser votre dépense par rapport à ces revenus, mais également sensibiliser les différents acteurs de votre ménage sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui et comment nous allons dépenser. C'est ça l'éducation financière. Donc il faut mettre l'accent sur les dépenses de nourriture, un repas équilibré. Deuxième priorité, la santé. Faites des petits gestes aujourd'hui qui vous permettent de ne pas tomber malade pour aller faire des dépenses. Et puis troisièmement, il faut investir dans les dépenses de l'éducation des enfants ou de soi-même. Il faut augmenter les salaires à la mesure de la cherté de la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec toutes les dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qu'un ménage est amené à faire au regard de l'inflation des prix, économiser peut sembler irréalisable, mais savoir faire des choix de consommation devient primordial pour allier envie et besoin.
Alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, ils mènent pourtant à s'accentuer. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans le monde réel. Les échanges avec les autres dans le monde réel s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Deogracias Somakpo aborde le sujet dans ce reportage présenté par Sabirat Ao. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée, les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en colère, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame sera en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs, concentrez à communiquer avec les gens du dehors parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable, vous manipulez et par exemple, vous avez votre petit qui est en train d'aller vers le feu ou bien il est en train de s'amuser ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous négligez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elles diminuent malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. Une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Fort de cela, les Nations Unies, à travers l'UNESCO, font de la promotion de la diversité linguistique et du multilinguisme des outils essentiels pour le développement durable. Langue maternelle et développement, c'est un reportage présenté par Josué Daniel Sosa. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable, avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant. Elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle, par extension, comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés de la culture, aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique.
Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliés précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Echo se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Omolade Sani. Et sans plus tarder, on enchaîne avec la revue de presse économique. Amis de la revue, salut. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2022 ont démarré le lundi sur toute l'étendue du territoire. La plupart des journaux ont relayé l'information. La presse du jour, baccalauréat session de juin 2022, 77 416 candidats planchent. Pour cette édition, l'effectif est en baisse comparativement à la session de juin 2021. Soit un taux de régression de 6,68%, a expliqué le ministre de l'Enseignement supérieur. Une information aussi relayée par Le Meilleur. Fraternité, de son côté, a constaté une belle entame chez les candidats et une organisation satisfaisante dans les centres. L'autre information que les journaux ont relayée cette semaine, c'est l'installation officielle des membres du Bureau national du Conseil national du patronat, CNP. La Nation met à sa une, Conseil national du patronat, un stage Cottingan installé ce mardi. Elle est suivie de la presse du jour qui mentionne CNP Bénin 5e mandature, le nouveau bureau investi ce mardi. Deuxième phase du PROCER, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants. La BOAD débloque 17,5 milliards pour appuyer le Bénin. Placarde le potentiel. C'est un accord qui s'inscrit dans le plan stratégique des projets phares du PAG, programme d'action du gouvernement, en vue de réduire les effets pervers de la transhumance au Bénin et d'améliorer la contribution à la croissance économique. Pêle-mêle, Fraternité écrit, privatisation annoncée du transport étudiant, pas d'objection, mais des conditions. Les clarifications de Igor Tossou, président de la FNEB, et commercialisation de l'essence à Cotonou et à Bomekalavi, les stations poussent comme des champignons, le paillot dans le viseur, le développement à lire dans Fraternité. Fin de cette revue, Week Echo se poursuit. Merci à vous, Arnaud Adadia, pour cette revue de presse. À présent, on installe les confrères, on parle des médias, notamment de la nouvelle loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est le décryptage. En plateau, ici, avec moi, Toby Alonsou. Toby, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Pour votre première sur ce plateau. Bien sûr. Et l'autre qui n'est pas sa première sur ce plateau, Michel Aono, bonjour. Bonjour, c'est Merci d'être avec nous. Alors, Michel, le 14 juin dernier, je le disais, les députés ont procédé au vote de la loi organique sur la HAC. Déjà, quelle appréciation faites-vous? Bon, merci, cher confrère. Si je dois apprécier quelque chose,
C'est de rappeler peut-être que la loi organique relative à la HAC date de 1992 et donc le fait de... Bon, il y a eu quelques modifications en 1994, mais c'est déjà bien que de 1992 à 2022, qu'on pense quand même à revoir certaines choses et tenir compte des réalités actuelles. Et vous allez constater aussi que en 2019, il y a eu révision de la Constitution et donc il y a certaines dispositions qu'il faut adapter au nouveau texte. C'est pourquoi vous allez voir dans le contexte général, il n'y avait pas eu que la HAC comme institution de la République. Presque les lois organiques relatives à toutes les institutions de la République ont été revues. Donc dans ce cadre-là, je trouve que c'est bien. Seulement que nous avons des choses à dire par rapport au contenu. Oui, on va revenir au contenu. Toby, la même question s'adresse à vous, le regard, à votre appréciation par rapport au vote de cette loi-là. Non, mais il fallait actualiser la loi organique sur la HAC. Cela s'imposait comme la révision donc, de la Constitution a invité à actualiser ces lois-là parce qu'il fallait se conformer et harmoniser donc l'ensemble de l'arsenal juridique qui gouverne nos institutions. Je crois que c'est une bonne chose que les députés aient pris l'initiative. Mais avez-vous le sentiment au regard des innovations apportées à cette loi-là que cette nouvelle loi pourra vraiment aider à relever les défis dans la régulation du secteur des médias au Bénin? Oui, la loi trace le cadre, mais il revient à ceux qui gèrent les institutions de s'impliquer et de démontrer de quoi ils sont capables avec tout leur bagage, avec toutes leurs expériences, avec toute leur technicité pour donner du sens, du contenu à la loi. Je crois que les institutions ne valent que ce que les hommes qui les dirigent. Donc c'est en cela que c'est déjà bien de baliser le terrain. Le reste, maintenant, la balle sera dans le camp des conseillers de la HAC. Il est vrai qu'il y avait des vides à combler en ce qui concerne la régulation, par exemple, des médias en ligne. Il fallait trouver la forme qu'il faut pour avancer. Les médias ont pour interlocuteur la HAC et je crois que c'est plus fair. Ça facilite le travail aux professionnels des médias. Pour tout le monde d'ailleurs. Et ça crédibilise le pays parce que si les médias ont pour interlocuteur une institution qui n'est pas sous tutelle du gouvernement, je crois que c'est une bonne chose. Alors Michel... Moi je voudrais saisir le dernier pan de l'intervention de Toby pour dire que c'est vrai que le président Patrice Talon, en décidant de supprimer le ministère de la Communication, c'est vrai que c'est une parenthèse qu'on est en train d'ouvrir. Oui, tout à fait. C'est pour dire que finalement le décret AOF du ministère du numérique et de la digitalisation a été revu et finalement le ministère assure la tutelle encore des médias. Donc dire que le président de la République a bien perçu que les médias ne peuvent pas avoir une tutelle gouvernementale, c'était bien parti, mais c'est revenu encore à la situation. Mais la nouvelle loi précise quand même que c'est directement la HAC. Mais je voudrais préciser que la HAC aussi n'assure pas la tutelle des médias. Les médias n'ont pas besoin de tutelle. Les médias constituent un pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. La HAC, c'est une institution de la République créée par la Constitution qui est chargée de la protection, de la défense de la liberté de la presse et de la régulation des médias. Pour être plus large, des masses médias. Donc ça s'arrête là. Donc ce n'est pas une tutelle. C'est à cause de ça que la HAC, en tant qu'institution de la République, doit considérer les médias comme partenaires et non des instances sous sa tutelle. Quand ce n'est pas clair comme ça dans les têtes, ça crée beaucoup de confusion, ça crée beaucoup de problèmes et ça fait partie des problèmes que nous gérons au quotidien. Alors, je voudrais préciser que la HAC n'est pas une institution qui assure la tutelle des médias, mais que c'est une institution qui a pour rôle la protection, la défense de la liberté de la presse et la régulation des médias. Alors, quand on vient dans le contexte de cette nouvelle loi qui a été votée, est-ce que ce que vous dites là a été respecté? Non, bon, il y a certains aspects qui ont été restaurés et une partie du contenu de l'ancienne loi est restée et il y a eu quelques innovations. Mais à mon sens, les innovations qui ont été apportées ne suffisent pas vraiment
pour faire face aux défis contemporains, tout ce qui a été Alors, écrit là. commençons par l'une des innovations, notamment celle de la possibilité pour les conseillers désormais de renouveler leur mandat. Était-ce nécessaire? Était-ce indispensable? Nous avions trouvé par le passé que presque toutes les institutions de la République ont la possibilité de renouveler leur mandat, à l'exception de la HAC. Et nous avions déploré le fait parce que lorsque, au bout de 5 ans, tous les conseillers vident l'institution comme ça, c'est tout comme s'il n'y a peut-être pas quelqu'un voilà. Bon, c'est vrai que la HAC a son administration, certes, mais ce serait bien quand même que dans l'institution, qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà fait un mandat, qui a accumulé un certain nombre d'années d'expérience et tout. Et nous avons trouvé que c'était la seule institution de la République où le mandat était unique. Donc, le fait de dire que c'est possible de renouveler son mandat à la HAC, je trouve que c'est bien. Seulement que là où je trouve encore qu'il y a une insuffisance, c'est que la même loi organique dit désormais que c'est la HAC qui organise les élections que les députés ont voulu nous imposer. Je dis ont voulu nous imposer parce que sur cette question, il y a tout un débat. Parce que il ne devrait pas appartenir à une institution de la République de nous dire par quel mode nous allons envoyer nos représentants dans les institutions. Il n'y a pas une loi organique qui dise, par exemple, comment les magistrats vont envoyer leurs représentants à la Sénat. Il n'y a pas une loi organique qui dise, par exemple, comment les centrales syndicales envoient leurs représentants au CES. Pourquoi pour les médias? Pourquoi pour les médias, oui? Pour envoyer les représentants, je ne sais pas, au niveau des institutions de la République, normalement, une loi organique. Constater alors que c'est seulement pour les médias qu'on a voulu encadrer. Comme si nous sommes une profession organisée. Nous sommes capables de dire comment nous comptons envoyer nos représentants dans les institutions. Il n'appartient pas à une loi organique de nous imposer par quel mode. C'est les organisations professionnelles qui se réunissent et qui décident de comment elles vont faire, ne serait-ce que pour envoyer leurs représentants. Si on ne l'a pas fait pour les centrales syndicales, si on ne l'a pas fait pour les avocats, si on ne l'a pas fait pour les magistrats, pourquoi estimez-vous que c'est pour les médias qu'une loi doit imposer le mode de désignation? Parce que le débat, quand vous faites une élection, vous désignez quelqu'un. Et quand vous désignez quelqu'un, ça peut aussi passer par une élection. Tout dépend de ce qu'on y met. Ne tient pas encore à cette étape du débat avant que les députés ne tranchent. Mais ce que moi j'aurais souhaité, si tant est que les députés avaient pour objectif de nous dire par quels moyens on devait désigner, la loi ne devait pas préciser noir sur blanc que c'est la HAC qui organise. Il aurait été mieux d'écrire que la Sénat organise parce que la HAC détient le fichier électoral. Parce que l'article 11 de la loi organique votée dit que c'est la HAC qui délivre la carte de presse. Et nous avions mis une organisation en notre sein, à savoir que pour reconnaître le professionnel des médias, il faut qu'il soit détenteur de la carte de presse. Donc, pour autoriser les gens à aller s'inscrire sur la liste électorale, il faut qu'ils soient détenteurs de la carte de presse. Or, c'est la HAC qui délivre la carte de presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la HAC qui détient le fichier électoral. Normalement, l'institution qui détient le fichier électoral ne peut pas être l'institution qui va organiser l'élection. Ce serait juste et parti. On va en revenir sur ce point-là exactement. Je vais laisser la parole à Toby également de réagir sur ce point d'achoppement relatif aux élections qui, en griffe, ont été imposées aux professionnels des médias. Vous savez, dans ma posture de membre du comité de relecture, en tant que secrétaire à la formation et à la spécialisation de l'UPMB, rapporteur donc de l'atelier de validation, il m'est un peu difficile d'analyser juste comme un journaliste. Donc je suis dans des liens qui me permettent, qui m'obligent à avoir des réserves. Mais alors, avant tous ces liens-là, vous êtes journaliste. Ceci dit, il faut... Le diagnostic, c'était quoi? Nous avions, au niveau du comité de relecture, constaté que les fêtières n'ont pas les moyens pour continuer à organiser les élections au suffrage universel tel que ça se faisait jusque-là. Parce qu'il y a eu, et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où nous avions regardé dans le rétroviseur, nous avions constaté qu'à la première mandature de la HAC, c'était la désignation. Le thème utilisé dans la loi organique et qui a été encore réitéré cette fois-ci, c'est la désignation. Et donc, nous nous sommes dit, si les fêtières sont structurées et que tout journaliste est libre
d'adhérer à l'UPMB. Tout patron de presse est libre d'adhérer au CNPA. Et donc, on crée le cadre pour que les journalistes s'entendent est déjà créé. Ce sont ces deux filières qui sont les interlocuteurs valables vis-à-vis des pouvoirs publics. À partir de cet instant, les bureaux de ces deux associations qui émanent donc de l'ensemble de la corporation, on pourrait agir parce qu'ils ont reçu mandat pour agir au nom des journalistes. Et que donc cette corporation, on pourrait donc dicter la conduite à tenir. Alors, en plus, il y a le clivage qui s'observait au sein donc, de notre corporation. À chaque élection, il y a le fossé qui se creuse. Alors, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut continuer à observer l'évolution de ce clivage-là? La confraternité a un sens pour les journalistes. Donc, nous devions travailler à nous renforcer, à nous souder, que de travailler à nous diviser. Ce qui nous divise, nous devions faire front commun pour l'éloigner de nous, pour que nous soyons solidaires, forts. Parce que le métier de journaliste au Bénin a des difficultés. Être journaliste au Bénin, c'est un problème. Le statut, la question du statut de journaliste n'est pas encore... On va en venir. Restons sur la question de l'élection ou de la désignation. Tout est lié. Vous savez, donc on a constaté qu'il n'y a pas les moyens, il y a le clivage. Et nous avons dit, bon, au regard de tout ça, nous proposons la désignation comme l'ont fait nos aînés et pour voir... C'est une expérience. La vie d'un pays, c'est un long fleuve d'expériences. Donc, il faut faire des expériences. Bon, maintenant, les députés ont trouvé juste de nous donner les moyens. Voyez-vous, vous savez, quand une loi a une incidence financière, on pose la question au gouvernement, est-ce que vous avez les moyens de supporter cette charge? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Quelle a été les réponses? Pourquoi c'est à la HAC qu'on a dit de donner les moyens et d'organiser les élections. Mais nous trouvons que les députés ont bien fait. Ils ont bien fait. On a dit qu'il n'y a pas de moyens parce que nous avions eu des voix dissonantes sur cette question-là. Ah oui, n'oubliez pas que le RTB, à travers son syndicat, a levé le bouclier pour dire jamais il devrait avoir de l'élection, de la désignation, nous devons passer par l'élection. Et il venait dire, ben, écoutez, moi, j'ai 500 syndiqués derrière moi, et donc nous avons de quoi remporter les élections. Est-ce que, à votre avis, nous avons de quoi remporter les élections, et donc il faut que nous fassions les élections. Oui, alors pour le moment, les élections ont été proposées par les députés de la HAC, mais est-ce que le principe des élections retenu par les députés, en attente évidemment du contrôle, est-ce que ça règle le problème aujourd'hui? Oui, allez-y. Vous avez dit en attendant contrôle de constitutionnalité, mais moi je vous dis que ce qui est écrit là, je précise que il n'appartient pas à une institution de la République de dire par quel mode un corps de métier va envoyer ses représentants. Vous avez la chambre des métiers, non? Les artisans, non? Mais c'est une loi organique qui dit comment ils vont envoyer leurs représentants dans les institutions. Non. Ces corps s'organisent et envoient leurs représentants. L'Assemblée doit laisser les associations professionnelles, les professionnels des médias, s'entendre sur le mode. Nous étions dans le débat. On n'a qu'à nous laisser faire le débat entre nous, nous organiser, nous comprendre finalement et choisir le mode par lequel nous avons... Ce qui est sûr, nous finirons par nous entendre sur un modèle. Donc, mais ce n'était pas bien... Bon, mon avis, avis, c'est que ce n'est pas bien déjà que ça soit une institution de la République, qui plus est, une institution politique comme l'Assemblée nationale, qui impose à un corps de métier comme le corps des médias, par quel mode il doit envoyer ses représentants au sein d'une instance, s'il vous plaît, de régulation. Parce que nous avions toujours déploré le fait que le président de la République déjà désigne 3. Le président de la République, c'est une institution politique. Donc, les 3 personnalités qui sont désignées par le président de la République, c'est vrai que les textes prévoient qu'il faut au moins un juriste, mais le juriste peut être aussi un politique, peut provenir d'un parti politique. Donc, les 3 personnalités qui seront nommées par le président de la République par décret peuvent provenir des partis politiques.
Les 3 qui viendront de l'Assemblée, ça on ne va même plus encore en parler. C'est une institution politique, donc d'office c'est politique. Et nous autres, acteurs des médias, nous avons estimé qu'une instance qui est chargée de la régulation des médias, quand c'est trop politique, ce n'est pas aussi bon. Parce que ça peut... Vous comprenez ce que je dis? Oui, donc c'est à cause de ça que nous avons toujours dit que même les 3 que nous envoyons sont minoritaires quand on va passer au vote et que les décisions vont s'imposer à nous. Malgré ça, on fait avec. Et vous allez voir que le président Patrice Talon était allé même très loin. Là, dans le premier projet de révision de la Constitution, il a même proposé 5 membres au lieu de 9. Et nous, les professionnels des médias, nous gardons nos 3. Ce qui veut dire que si, par exemple, cette première révision de la Constitution avait eu gain de cause, c'est que sur les 5 conseillers, nous serions 3 et que majoritairement, si on passait, et que au lieu que le président de l'institution soit nommé par décret par le président de la République, qu'on permette que la loi, c'est ça que les députés n'ont pas mis, et ça m'a surpris parce que c'est des débats que nous avions déjà eu à faire, que nous avons dit que nous aurions souhaité, on ne s'impose pas à l'État, mais nous aurions souhaité, ce sont des doléances que le président de la RAC soit élu par ses pairs conseillers et non nommé directement par le président de la République. Pourquoi? Malheureusement, ça a été Vous avez dit qu'on veut faire face aux défis contemporains, tout ce qui est écrit là. L'un des défis contemporains, c'est de faire en sorte que la RAC ne soit pas une institution politique, mais que la RAC soit une instance de régulation. À votre avis, alors les députés sont passés un peu à côté des problèmes? Pour moi, les députés sont passés à côté, premièrement parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas de leur prérogative de nous imposer par quel modèle nous avons désigné nos représentants à la RAC. Et là où les députés ont failli, deuxième point, c'est que ce faisant, ils font de la RAC juge et partie d'une élection qu'ils imposent parce que c'est la RAC qui détient le fichier électoral et la loi dit que la RAC organise. Il faut bien lire avec l'appui technique de la Sénat. Non, on devrait dire la Sénat organise avec l'appui de la RAC. Autrement dit, vous avez des craintes par rapport... Non, la RAC n'a aucune expertise en matière électorale. La RAC n'est pas une institution d'élection. Donc, une institution qui n'a pas d'expertise en matière électorale, une loi organique ne peut pas dire que c'est elle qui organise. Parce que quand vous écrivez que c'est la RAC qui organise, il peut y avoir conflit après. La RAC peut dire, la loi dit c'est nous qui organisons. Et dit, Sénat, c'est ce que nous vous donnons. Et puis, il peut y avoir des problèmes. Il faut préciser que c'est la Sénat qui organise. Les dépôts des dossiers des candidats, c'est à la Sénat. Tout se fait à la Sénat. La RAC n'a qu'à rendre le fichier électoral tout simplement. C'est ça qui devrait être clair. Première chose. Et deuxième chose. Troisième chose que je voulais dire. Lorsqu'une loi organique statue de cette manière, ça aurait été bien que la loi précise en même temps, en cas de contentieux, quel est l'organe qui sera saisi. Parce que jusque-là, comme nous faisons les choses entre nous, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de contentieux. Ah non, il y a un organe en notre sein. Il y a un organe qui est saisi. L'Assemblée spéciale qui connaît des contentieux. Voilà, il y a l'Assemblée spéciale qui connaît des contentieux. Maintenant qu'on a arraché tous les pouvoirs aux acteurs des médias, et qu'on a dit maintenant que ça va se passer au niveau des institutions, ça aurait été bien que la loi précise en même temps quelle est l'institution qui sera saisie en cas de contentieux. Qui sera juge du contentieux? Il faut désigner ça. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le contentieux qu'on ne sait pas se regarder pour dire les plaignants vont porter plainte et on ne saura pas vers qui se tourner. Si c'est encore possible de le faire, il faudrait qu'avant le contrôle de constitutionnalité, qu'on précise quel est l'organe qui sera juge du contentieux et qu'on rectifie le fait qu'on dise que c'est la RAC qui organise. La RAC n'a aucune expertise en matière électorale, je le précise, pour organiser une élection. Alors, Toby, votre avis là-dessus? Non, mais je crois que Michel fait de très belles analyses et ça, je lui concède tout ça. Mais voyez-vous, la loi a été votée dans une dynamique que nous n'avions pas totalement saisie. En temps normal, les professionnels des médias devraient être consultés avant la loi, avant le vote d'une telle loi. Dans les travaux préliminaires, cela avait été le cas normalement. Ça fait partie des choses que nous déplorons. Les députés ont profité, au fait, excusez-moi, au fait, le projet de loi de la loi organique relative à la RAC fait partie d'un ensemble de tests relatifs à d'autres institutions qui étaient déjà sur la table des députés avant l'organisation de l'atelier que nous avions eu le 27 mai. Et comme on est sorti de l'atelier avec un débat comme quoi aller à la délation, encore que nous n'étions pas allés à l'atelier à cause de la RAC, moi je suis vraiment déçu que les choses soient allées dans ce sens. Nous n'étions pas allés à l'atelier du 27 mai pour parler de la RAC. Nous étions allés pour la relecture des tests des organisations fêtières. Malheureusement, c'est ça qui a attiré toutes les attentions. C'est-à-dire, dans la relecture des tests, le débat va venir forcément parce que nous devons désigner nos représentants. Donc, c'est là que le débat de la RAC est venu. Et le rapport n'a pas dit qu'on a imposé
désignation. Le rapport, le comité de relecture a fait son travail et est venu livrer ce qu'il propose. Ce qu'il propose ne s'impose pas. Oui, donc, puisque les fêtiers doivent normalement... Les fêtiers doivent se prononcer. Donc, on est allé pour dire, bon, au regard des antécédents, nous avons quand même fait 4 à 5 élections. Si. On a fait une désignation, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai qu'avec le temps, d'année en année, il y a de nouvelles ambitions, il y a de nouvelles générations et tout, on comprend. Mais toujours est-il que nous sommes une profession organisée. Donc, nous mettons la réflexion. On faisait juste de jeter la réflexion pour dire, bon, est-ce que nous allons faire désignation parce que désormais, l'élection, ce que ça nous coûte, je vous rappelle que Toby en a parlé. L'organisation de l'élection, c'est environ 30 millions de francs CFA. Et avant, nous faisions les élections facilement parce que nous avions l'appui financier de l'État, l'aide de l'État, la presse privée, qui a disparu depuis 6 ans. Et donc, on se pose la question de savoir si on ne prend pas nos dispositions les mois à venir, là, comment nous allons organiser les élections. Parce qu'on a même la dernière élection de 2019, il y a des choses à dire encore là-dessus. Alors on va laisser Toby réagir. Parce que là, on est en train de faire de grands signes derrière. Non. Et moi, je suis convaincu que la Cour constitutionnelle qui doit regarder cette loi-là va étudier, analyser la loi au prisme de sa jurisprudence. Donc, la Cour a déjà statué sur des questions similaires concernant l'élection au niveau des universités. Non, au niveau de la CEARAC. Oui, au niveau des médias, au niveau des fêtières. Et a indiqué clairement que ce sont les fêtières qui doivent déterminer le mode de désignation de leurs représentants à la RAC, ainsi de suite. Donc, je crois que le débat n'est pas terminé parce que dans le processus de vote d'une loi dans la République, l'Assemblée joue sa partition. Après l'Assemblée, il y a la Cour constitutionnelle. Nous avons le regard tourné vers la Cour qui connaît très bien de quoi il est question et nous pensons que la Cour pourra aussi aider à redresser des pans que Michel a souligné tout à l'heure. Nous pensons que les députés ont agi en fonction de leur noosphère et nous ne voulons pas leur jeter la pierre. Ce qui est fondamental, on a dit on n'a pas l'argent. Les députés ont dit bon d'accord, désormais la RAC vous donne l'argent pour organiser les élections. Ils n'ont pas garanti qu'ils vont on a juste écrit que la RAC organise. Mais nous n'avons pas encore l'assurance que la loi organique, qu'il y aura un budget. Les députés ont très bien fait. Deuxième chose, ce qu'ils ont aussi très bien fait, c'est de nous enlever encore 2 communicateurs sur 5 que nous étions à la RAC depuis. Parce que l'ancienne loi fait obligation au président de la République de désigner un communicateur et faire aussi obligation à l'Assemblée nationale de désigner un communicateur. Si on veut renforcer la technicité de la RAC en ajoutant un juriste pour chacun des 2 institutions, c'est très bien. Mais quand on nous en enlève encore 2, je trouve ça encore très bien. Parce que seul le législateur sait l'orientation qu'il donne à la RAC. Bon, pourvu que la RAC ne soit pas un réceptacle pour les politiciens. Parce que si nous voulons avoir une structure technique, vous savez, les fêtières ont fait... Vous avez 30 secondes. Les fêtières ont fait de lobbying, ont fait de plaidoyer, ont échangé avec les députés sur plusieurs aspects de ça. Il y a même un test qu'ils ont reçu. Donc, si on regarde tout ça, ils ont d'autres éléments qui les obligent à aller dans le sens qu'ils sont allés. On ne peut que conclure qu'ils ont très bien fait. Vous avez très bien fait le travail. Je vais vous laisser... Je dirais qu'au regard donc, des débats que nous avons eus par le passé, et si les députés voulaient vraiment faire de belles réformes, c'est qu'on devrait dire, par exemple, dans la loi organique, que désormais, on dit que le président de la RAC sera élu par ses pairs conseils. Parce qu'il provient d'une nomination, l'Assemblée nationale c'est une nomination, les autres aussi après nos élections, c'est pas décrit qu'on va les nommer. Et donc les 9 n'ont qu'à se retrouver dans une salle et procéder à l'élection du président. Si on avait mis ça par exemple, j'aurais trouvé que vraiment c'est une très belle innovation. Mais là, c'est toujours le président de la République qui nomme le président de la RAC. Alors que ensemble, nous avions fait ce débat, à savoir que
Cela donne l'impression de plus en plus qu'elle ressemble plus à une institution politique qu'à une instance de régulation. Ça, il ne faut pas... c'est une instance de régulation, ce n'est pas une institution politique. Il faut espérer que nos amis, les sages de la Cour constitutionnelle puissent entendre ce que nous disons. Je dis tout ça pour que les uns les autres, notamment les autorités à divers niveaux qui nous écoutent, puissent savoir s'il y a encore des choses à revoir par rapport à la loi, qu'on puisse le faire. Et s'il y a même possibilité pour le président de la République de patienter en attendant qu'on revoie certaines choses avant de promulguer, ça va être bien. Et je l'ai toujours dit, c'est très important lorsqu'on veut prendre des décisions concernant les médias, d'écouter les acteurs des médias. Merci à vous, Michel Aonon. Ce sera votre mot de la fin. Merci, Toby Aronso également. Débat très enrichissant, très intéressant. Oui, pour conclure, malheureusement, on n'a pas... Je voudrais dire que député et président de la République, ils ont tous le pouvoir de demander une deuxième relecture, si tant est qu'ils trouvent qu'il y a des choses encore à régler. Et c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, sinon il y a beaucoup d'autres... Oui, il y a beaucoup d'autres... Justement, j'allais dire, on n'a pas eu assez de temps pour évacuer tout le sujet. Peut-être on fera notre plateau sur la question du statut et de la sécurité du journaliste, exclusivement pour ça. Et sur les autres points de la télé de validation. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, on va prendre le rendez-vous. Merci à vous, chers confrères. On passe à présent au dossier de la semaine. On lève le voile à présent sur la face cachée de l'organisation de l'examen du bac, notamment la période allant de la fin des épreuves écrites à la délibération, voire la proclamation des résultats. On installe notre invité avec cet élément. Ici, au CEGERUIHO, les candidats clôturent leur deuxième journée d'examen. C'est uniquement les candidats de la série B qui composent. Pour la plupart, la journée a été prometteuse. Pendant que certains candidats sont sortis confiants de leur journée d'épreuve de spécialité, les ambitions d'autres ont été revues à la baisse à l'issue de cette deuxième journée. Je n'ai pas rencontré au fait beaucoup de difficultés, sinon je ne m'attendais pas trop à ça. Je pensais qu'elle serait un peu compliquée, mais je n'ai pas trop rencontré de difficultés. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Les épreuves étaient abordables. J'espère juste que j'aurai une bonne note. D'hier à aujourd'hui, je n'ai rencontré aucune difficulté. Hier, non, je n'ai pas rencontré de difficultés. Mais aujourd'hui, en philo, oui, ça a été un peu dense. Mais en espagnol, c'est pas mal. Les épreuves, c'est un peu difficile quand même. Par exemple, en maths, c'est pas du tout bon. Les autres, philo aussi, même chose. 48 heures donc après, tout semble aller bien malgré quelques cas d'absence et d'abandon. Et la deuxième journée, à l'instar de la première, c'est très bien déroulé. Dans le centre, hier, il y a eu 7 absents et un cas d'abandon pour cause de maladie. Mais ce matin également, nous allons malheureusement enregistrer un cas d'abandon aussi pour cause de maladie. Ils sont toujours sages à ces occasions. On n'a pas eu de cas d'indiscipline. Ils sont respectueux et ils s'occupent bien de leurs épreuves. Pour l'heure, les candidats espèrent finir les épreuves en beauté. Et voilà qui nous plante si bien dans le sujet. Les épreuves écrites terminées, les candidats attendent les résultats. Mais avant cette étape, bien de choses se passent en coulisses, loin des regards. C'est de là que nous parlons avec notre invité, Aristide Akpo. Il est l'un des superviseurs responsables des centres de correction délibération du baccalauréat. Bonjour, monsieur Akpo. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner dans l'entretien avec monsieur Akpo, Amandine Anyamboussou. Bonjour à vous, Ivaïs Balogun. Monsieur Akpo, bonjour. Comme l'a dit tout à l'heure Ivaïs, les épreuves écrites du baccalauréat pour le compte de l'année 2022 ont pris fin cette semaine sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est à présent la prochaine étape? Bien, bonjour madame. Oui, la prochaine étape a déjà commencé dès le jour suivant. Okay. Le secrétariat démarre le jour suivant. Le dépouillement va compléter les informations. Quel genre d'informations par exemple? Par exemple, le centre de composition. Par exemple, n'écrit pas tous leurs noms.
Et voilà, tout ce qui peut manquer à l'identification du candidat. Et on corrige ça puisque nous avons tout au secrétariat. Tout ce qui concerne le candidat, on a les informations. Mais avec tout ce qu'il y a comme série à l'examen du baccalauréat, ça doit être compliqué comme tâche. Bon, heureusement que ce n'est pas tout le monde. Tout le monde, on n'est pas... On regarde pour tout le monde, mais il n'y a pas de correction à faire sur toutes les copies. Donc, voilà. Regardez pour tout le monde, c'est plus de 100 000 candidats. 77 000 candidats, mais c'est par centre. Aujourd'hui, nous avons 10 centres de correction délibération. Il s'agit, je peux le citer, le centre du lycée technique Koulibaly, qui est un centre de ça, c'est dans le littoral. Dans le littoral. Dans le littoral, nous avons aussi Bécamin, CEG Bécamin. Nous avons aussi dans l'Atlantique le Nokoué, CEG le Nokoué, et le CEG Calavi. Nous avons dans l'OME 2 centres à Porto-Novo aussi, lycée Tofa, premier, et le lycée Béanzin. Dans le Mono, il y a le CEG Lokosa. Dans le Zou Colline, on va dire, nous avons l'ITEB, lycée technique de Boycon. Nous avons le lycée à Parakou, nous avons le lycée Mathieu Bouquet. Et à Natitengu, nous avons le lycée des jeunes filles qui abrite le centre de correction de l'immigration. Donc voilà, globalement, les 10 centres qui abritent les secrétariats et les corrections, les délibérations. Le centre de correction, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour choisir ces centres? J'ai constaté que ce n'est pas dans tous les départements on a des centres de correction, par exemple. Oui, ça a évolué. Vous savez que quand on a passé le bac, et même jusque vers les années 2000, c'est un seul centre, c'était le CEG Bécamin. Donc après, il y a eu une décentralisation progressive. Donc en fonction de la croissance des candidats, et le DOB choisit d'élargir les centres de correction de délibération. Donc voilà, nous en sommes à 10. Ça dépend de la concentration. Vous voyez que c'est un peu plus concentré un peu au sud, parce que le nombre de candidats aussi sont concentrés dans ces régions-là. Donc voilà. Et comment se fait alors le travail de séparation des copies? Vous rentrez dans le couvent. Voilà. On vous a déjà prévenu. À la suite du dépouillement, donc, ça c'est la technique d'anonymat qu'il exige. On n'est pas tenu de faire la séparation des copies, mais vu la technique d'anonymat que nous utilisons, nous procédons à la séparation des copies. C'est-à-dire il s'agit de séparer les copies de numéros pairs et des numéros impairs en 2 lots avant de procéder à l'anonymat, c'est-à-dire à l'inscription des numéros, disons des numéros codés qui vont accompagner les copies jusqu'à la correction. Ce ne sont pas les numéros de table, hein? Non, les numéros de table restent au secrétariat. Ne vont pas, n'est-ce pas, sur la table du correcteur. Le correcteur ne sait pas la copie de qui il corrige. Donc la copie vient avec un faux numéro. Et je dirais plus, au Bénin, nous procédons aussi à la permutation des copies. C'est-à-dire, ça là ne suffit pas, l'anonymat seul ne suffit pas. On est arrivé à l'étape où on échange les copies entre centres de correction de délibération. C'est-à-dire, le candidat qui a composé, et tout à l'heure on a regardé, à Ouiho, etc., sa copie pourrait être corrigée, par exemple, à Boumekalavi ou à Porto-Novo ou à Lokosa. Donc, personne ne peut suivre une copie pour savoir où est-ce que la copie sera. Et tout ça, c'est pour éviter les tricheries. Voilà, c'est pour éviter les tricheries de tout genre, les tentations, etc. Aujourd'hui, tout le monde est tranquille. Et depuis plusieurs années, quand vous faites ça, est-ce que vous avez une satisfaction après d'éviter ainsi les cas de tricherie, de fraude quelconque? Est-ce qu'à la fin, la satisfaction... Cette technique porte ses fruits.
Oui, parce que vous voyez, dans la sous-région, quand même, le bac du Bénin est connu, hein, pas seulement dans la sous-région, mais sur le plan international. Le bac du Bénin est connu. Et c'est tout ça là qui donne une valeur au bac. Et le candidat qui a le bac béninois doit en être fier, parce que ce sont ses efforts qui sont récompensés. Voilà. Vous avez parlé de l'anonymat. Après tout ce mélange-là, comment vous faites pour vous en sortir, pour ne pas mélanger les copies des candidats ou bien attribuer la note de tel candidat à un autre? Bien. Anonymat, ça veut dire qu'il y a un lien entre le numéro de table et le numéro qu'on donne à la copie. C'est-à-dire, c'est codifié et ces numéros sont donnés par le directeur de l'office. Il est le seul à le faire. Oui, le numéro qu'on veut. Le directeur nous envoie les numéros d'anonymat des candidats. Et nous, on est tenu de les inscrire sur la copie du candidat et sur l'entête. Parce que à la correction, les copies ne disposeront plus de leur entête. On va procéder à la coupure des entêtes, par exemple, la semaine prochaine. Ok. Donc, on va couper les entêtes de toutes les copies. Ensuite, on va mettre les copies en lot de correction journalier. Un lot journalier de correction. C'est-à-dire, combien de copies par... globalement, on prend 35 copies par jour pour chaque correcteur. Ça, c'est en négociation avec les acteurs, avec les enseignants qui corrigent, les correcteurs, n'est-ce pas, qui ont accepté de corriger jusqu'à 35 copies. En tout cas, par jour. Pour le moment, c'est ce qui Ce n'est pas beaucoup, notamment pour les séries scientifiques. On sait que les mathématiques... Oui, pour certaines séries, c'est beaucoup. Par exemple, les séries littéraires, par exemple, philosophie. Voilà. Pour les mathématiciens, ça ne pose pas problème. Mais bon, on est convenu de faire comme ça. Et s'il y a des ajustements qui se font par rapport au nombre de jours et le double, fait l'arbitrage. Et aujourd'hui, quel est le critère pour être correcteur à un examen du baccalauréat? Là, c'est sérieux. Pour être correcteur, on ne prend pas n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui. Il faut tenir la classe au moins 2 ans. La classe d'examen, au moins 2 ans. Disons, et il y a une sélection qui se fait au niveau départemental d'abord. Donc, et ces sélections sont faites sous l'autorité des directeurs départementaux. Ensuite, avec les inspecteurs, etc., tous ceux qui gèrent la DIPIC, ceux qui gèrent l'enseignement au plan départemental. Est-ce qu'il y a une formation sur la correction des copies qui se fait? Est-ce qu'on forme les enseignants à corriger les copies ou... Oui, un enseignant, quand même, c'est l'un de ses rôles, c'est quand même d'évaluer. Oui, mais là, on est au niveau national avec un examen. C'est pour ça qu'on choisit ceux qui sont expérimentés, c'est-à-dire ceux qui tiennent la classe. Ensuite, ils ne corrigent pas comme ça. Il y a un corrigetif qui se fait. Et c'est sur cette base que les corrections seront faites. Ces corrigetifs pourront être amendés le jour de la correction, c'est-à-dire la première matinée, où tous les enseignants échangent sur le corrigetif. S'il y a des amendements, ils les apportent et on fait la diffusion de ce qui est retenu et ils corrigent suivant ce corrigetif. Alors, et après la correction des épreuves, quelle est l'étape qui suit? Après la correction des épreuves, il faut maintenant saisir les notes. Ça, c'est le secrétariat qui s'en occupe. Le secrétariat, les relevés vont revenir au secrétariat. On va saisir les notes. Et après avoir saisi les notes, puisque les corrections se font, disons, dans tous les centres de composition, c'est-à-dire au lycée, par exemple, nous allons corriger la copie,
par exemple, des séries techniques de tout le Bénin, par exemple. Donc, il faut renvoyer ces copies-là dans les centres d'origine, dans les centres de composition, pas de composition, mais de correction et d'élimination qui sont situés dans les lieux de composition. Donc, par exemple, les copies de Parakou, les copies de la Takora, Donga, Kiron, Anatitengu, etc. Et chacun va procéder à la saisie des notes. Ensuite, l'étape de première délibération arrivera, c'est-à-dire à cette délibération, les enseignants vont voir si les notes qui sont mises sur la copie sont effectivement les notes saisies. Et si toutes les parties sont corrigées sur la copie. S'il arrive que les correcteurs, parfois fatigués, peuvent omettre. Voilà. Je ne dis pas que ça arrive toujours, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et là, on fait les dernières corrections qui sont supervisées, qui sont validées plutôt par les contrôleurs. Parce que vous savez, dans les salles de correction, il n'y a pas, c'est-à-dire un enseignant ne corrige pas juste et on reporte la note. Non. La note est validée par un enseignant plus expérimenté qu'on appelle contrôleur. Donc il y a les correcteurs, il y a les contrôleurs. Donc une note est toujours mise par au moins 2 personnes. Et parlant de la délibération, on peut les attendre pour quand, par exemple? Oui, suivant le chronogramme du DOB, c'est le DOB qui va le dire en dernière position, mais sous réserve des ajustements que le DOB pourra apporter, donc c'est le 13 juillet, première délibération. Le 13 donc, juillet. Les premiers résultats, on les attend pour le 13, mais ça c'est le DOB qui le dira. C'est après ça qu'il y aura les épreuves. Normalement, ce sont après la première délibération, ils composent les épreuves facultatives ou bien après sportives? La première délibération, il y a encore une épreuve qui n'est pas facultative. C'est une épreuve comme toutes les autres épreuves. Ça fait un moment qu'il est composé. Le PS. Les épreuves physiques et sportives, ça c'est une épreuve obligatoire. Dans l'ancien temps, on le faisait avant. Oui, tout à fait. Voilà, mais pour certaines raisons, ça se fait maintenant après. Certainement, c'est pour réduire le coût. Bon, je pense que c'est ça. Sinon, on aurait pu faire ça à tous les candidats. Mais on fait ça, cette fois-ci, à ceux qui sont admissibles. Mais avant de vous laisser partir, j'ai une dernière question à vous poser. Cette année, on a constaté que d'ailleurs pour tous les examens, il y a une régression des candidats. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette baisse des candidats aux examens de fin d'année? Oui, il y a une régression globale, mais il faut dire que ce n'est pas une régression dans toutes les filières. Par exemple, pour les filières techniques comme la F3, c'est-à-dire ceux qui font électrotechnique, les électriciens comme on les appelle, et la F4, ceux qui font génie civil, et le nombre a augmenté. Le nombre a un peu augmenté. Et ça va connaître encore une croissance les années à venir parce qu'on a ouvert des lycées un peu partout, donc leur nombre va augmenter. Et donc les autres séries vont toujours connaître... Non, je ne dirais pas ça. Ensuite, la régression, moi, je l'attribue plutôt au nombre de succès l'année dernière. Nous avons eu plus de 64% d'admis. Donc, les classes de terminale sont vidées, je veux dire. Donc, c'est ça qui explique aussi cette baisse. Les réformes dans le secteur également. Oui, les réformes ont fait qu'il y a moins de tricherie. Depuis... plus de 10 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus être en seconde ou en première pour passer le bac. Il n'y a pas que ça. Les faux candidats, les tricheurs, depuis qu'on a introduit les photos sur les listes d'émargement, voilà, je peux vous dire, on supprenait avant des candidats venus des pays limitrophes qui venaient composer à la place d'autres. Parce que, il est arrivé que pour les dissuader, on a pris leur pièce d'identité, on a dit simplement qu'on ira sur
les comptes Facebook pour voir si c'est les vraies personnes. Mais l'après-midi, les gens ne sont plus revenus. Les gens ne sont plus revenus. Ça s'est passé à Porto-Novo il y a quelques années. Ah, intéressant. Ça veut dire que même les réseaux sociaux participent à éliminer la tricherie. À éliminer, parce que, bon, on collaborait avec la gendarmerie, mais en ce moment-là, je parle de 2012, les moyens en ce moment-là étaient un peu limités, mais je pense qu'on utilisait les astuces aussi pour les dissuader. Monsieur Aristide Akpo, merci beaucoup à vous. Merci Amandine Agnambossou pour cet entretien. Monsieur Aristide Akpo, merci également pour l'éclairage que vous avez apporté sur cette période qui est souvent floue pour les candidats. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Merci. C'est donc tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de votre émission Week Echo et de votre chaîne préférée Bénin Business 24. Portez-vous bien et à dimanche prochain.